quand j'ai été promu, la sœur de ma femme a dit, il leur fallait un crétin. Ma femme a souri. Au dîner de famille que j'avais payé, ils ont trinqué à l'examen de ma femme, juste devant moi. Je suis parti plus tôt que prévu. Ma femme m'a envoyé un texto, tu exagères. C'était une blague. Le lendemain, je ne suis pas allé travailler. J'étais allé quelque part où j'aurais dû aller il y a des mois. Vous savez ce qu'on dit sur le fait de se démener pendant 14 ans? On finit toujours par être prévenu. Eh bien, quelqu'un l'a finalement été. Je m'appelle Malik Rivers, et après avoir bossé plus de 2 fois par jour que je ne veux bien le compter chez Den & Steel, à suer comme un dingue dans cette usine infernale où l'air a un goût de copeaux de métal et de rêves brisés, j'ai enfin trouvé ma chance. Responsable des opérations du site. Pas un simple titre ronflant qu'on colle sur votre casier. Une vraie autorité, du vrai fric, et un bureau d'angle qui ne sent pas le pot d'échappement d'un camion. Je me souviens d'être rentré chez moi ce jeudi soir-là, vitres baissées, radio à fond, avec l'impression de pouvoir conquérir le monde entier. La lettre de promotion était soigneusement pliée dans la poche de ma chemise, juste à côté de mon cœur. Et je m'étais arrêté à la cuisine de Chin pour manger ce poulet aigre-doux dont Clarisse raffole toujours. J'imaginais son visage quand je lui annoncerais la nouvelle. Ses yeux s'illumineraient. Elle me jetterait les bras autour du cou, comme elle le faisait quand nous étions jeunes et stupides et que nous pensions que l'amour pouvait survivre à tout. Mais la vie a un sens de l'humour dément, non? Je franchis la porte d'entrée, un sac de plats à emporter dans une main, la lettre de promotion dans l'autre, prête à fêter 14 ans de travail acharné qui ont enfin porté leurs fruits. La maison était silencieuse, à l'exception du doux jazz qui sortait des enceintes de la cuisine. Ce doux son de saxophone que Clarisse apprécie quand elle se détend. Je la trouvais devant l'îlot central de la cuisine, encore en tenue de travail. Un verre de ce Pinot Grigio hors de prix que je lui avais offert pour notre anniversaire, à moitié vide, devant elle. Bébé, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui, dis-je en posant le repas et en sortant cette lettre comme si elle était en or. Tu te souviens quand je t'ai dit que Morrison envisageait de démissionner? Eh bien, devine qui ils ont choisi pour le remplacer? Elle leva à peine les yeux de son téléphone et m'adressa un sourire faible qui n'atteignit même pas ses yeux. C'est génial, bébé, dit-elle, en baissant déjà les yeux sur ce qui était si important sur l'écran. C'est tout. Pas d'excitation, pas de questions sur l'augmentation ou ce que ça signifiait pour nous. Juste 3 mots prononcés avec l'enthousiasme de lire une liste de courses. Je restais là, cette lettre à la main, me sentant complètement idiot d'avoir pensé que ce moment compterait pour elle. Mais j'essayais de me calmer, tu sais. Peut-être qu'elle avait eu une dure journée au cabinet. Peut-être qu'elle était stressée. Alors j'ai déballé le repas, me suis servi une bière et j'ai essayé de lui parler des nouvelles responsabilités, de l'équipe que j'allais diriger, du respect que cela impliquait. Elle hochait la tête aux bons endroits, émettait les sons appropriés, mais je voyais bien qu'elle n'écoutait pas vraiment. Son esprit était complètement ailleurs. 2 jours plus tard, elle m'a surpris. On devrait fêter ça, m'a-t-elle dit au petit déjeuner. Inviter des gens à dîner. Faire en sorte que ce soit un événement réel. L'espace d'un instant, j'ai cru avoir mal évalué sa réaction. Peut-être avait-elle juste besoin de temps pour digérer. Et maintenant, elle voulait se rattraper de son manque d'enthousiasme. Ce samedi soir-là, notre salle à manger était bondée. Clarisse avait mis le paquet. De la belle porcelaine, des bougies, tout le tralala. Sa sœur Naomi était là avec son mari Derek, ainsi que quelques amis de Clarisse et leur mari. J'étais incroyablement fier, debout au bout de ma table, à regarder tous ces gens venus fêter ma réussite. C'est alors que Naomi a décidé d'ouvrir sa grande gueule. Tiens, a-t-elle dit en levant son verre de vin avec ce sourire narquois qui aurait dû être mon premier avertissement. Je suppose qu'ils avaient besoin d'un idiot à la tête de cette usine. Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, comme si elle annonçait la météo. Le silence est resté dans la salle pendant environ 2 secondes. Puis Clarisse, ma femme, celle qui est censée me soutenir. Elle s'est mise à rire. Pas un petit rire nerveux ni un gloussement gêné. Un rire franc comme si sa sœur venait de lui dire la chute du siècle. Elle ne m'a même pas regardé, elle a juste fait tourner le vin dans son verre comme si elle l'étudiait pour un contrôle. Mais il y a pire. Oh, il y a tellement pire. En parlant de succès, Naomi a continué, toujours avec un sourire narquois. Vous avez entendu parler de thé? Il vient d'être embauché par une entreprise du Fortune 500. Directeur marketing,
salaire à 6 chiffres dès le départ, et ils ont trinqué. Ils ont même levé leur verre pour trinquer à l'ex-petite amie de Clarisse, tandis que je restais assise là, comme un meuble. J'ai regardé ma femme lever son verre avec les autres, son sourire s'illuminer en parlant du succès d'un autre homme, plus qu'il ne l'avait été en parlant du mien. Je fixais mon assiette, écoutant le tintement des verres, et chaque tintement me faisait l'effet d'un jet de briques en pleine poitrine. La purée de pommes de terre que je mangeais s'est transformée en pâte dans ma bouche. La conversation a évolué, mais j'étais figé dans ce moment, le revoyant sans cesse. La femme avec qui j'étais marié depuis 8 ans venait de laisser sa famille m'humilier chez moi, puis célébrer les exploits d'un autre homme à ma table. Et le pire, c'est que j'ai payé pour chaque centime. Chaque bouteille de vin, chaque morceau de saumon, chaque bougie allumée sur cette table. J'avais bossé comme un dingue pendant 14 ans pour en arriver là. Et ceux qui étaient censés fêter ça avec moi ont pris ça pour une blague. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Clarisse soit allée se coucher sans un mot, j'étais assis dans mon pick-up dans l'allée, à contempler la maison pour laquelle je m'étais donné tant de mal. C'est là que j'ai compris quelque chose qui allait tout changer. Le sourire qu'elle m'avait adressé quand je lui avais annoncé ma promotion n'était pas réel. Il n'était pas à moi. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Ce soir-là, après que tout le monde eut vidé la maison et que la maison m'eût semblé une scène de crime, je n'ai pas pu me résoudre à rentrer. Je me suis assis dans mon pick-up dans l'allée, moteur coupé, vitres entr'ouvertes juste assez pour laisser l'air frais me caresser le visage. La lumière du porche était toujours allumée, projetant une lueur jaune sur la pelouse que je passais chaque week-end à tondre et à tailler à la perfection. De l'extérieur, tout semblait normal, une simple maison de banlieue où un couple revivait sa petite vie paisible. Mais à l'intérieur, je commençais à craquer. Mon téléphone a vibré vers minuit. Un SMS de Clarisse, tu exagères. C'était juste une blague. Juste une blague. Ces 4 mots m'ont frappé comme une claque. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran devienne noir, puis je l'ai rallumé, le relisant encore et encore comme si les mots changeraient si je les regardais assez longtemps. Elle était à l'étage dans notre lit, probablement déjà endormie, tandis que j'étais assis là, essayant de comprendre ce qui venait d'arriver à ma vie. Une blague. C'est comme ça qu'elle appelait regarder sa sœur me traiter d'idiot tout en riant comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. C'est comme ça qu'elle appelait porter un toast au succès de son ex-petite amie tout en ignorant complètement le mien. Une blague. Mais plus j'étais assis dans ce camion, plus je réalisais que ce n'était pas une simple blague. C'était un schéma que j'avais été trop aveugle ou trop têtu pour voir. Combien de fois Clarisse avait-elle levé les yeux au ciel quand je parlais de travail ? À combien de réunions de famille avais-je assisté où ses proches faisaient des remarques légères sur les ouvriers comme moi ? Combien de fois avait-elle souri de ce faux sourire et changé de sujet quand j'essayais de partager quelque chose dont j'étais fier ? Je repensais à Noël dernier, quand j'avais enfin économisé assez pour lui acheter ce bracelet Rivière en diamant dont elle me parlait depuis des mois. De vrais diamants, pas ces zircons cubiques. J'avais fait des heures supplémentaires pendant 3 mois d'affilée pour me le permettre, ratant les matchs de foot du dimanche et les soirées poker entre amis. Quand elle l'a ouvert le matin de Noël, elle a dit tout ce qu'il fallait. « Oh, chérie, il est magnifique et tu n'aurais pas dû. » Mais je l'ai surprise plus tard en train d'envoyer un SMS à sa sœur pour se plaindre de son côté tape à accent grave-l'œil et de sa préférence pour l'élégance discrète. Ou la fois où je lui avais suggéré de partir en vacances à Myrtle Beach, un endroit où on pouvait vraiment se le permettre et passer du bon temps. Elle avait froncé le nez comme si je lui avais suggéré de passer des vacances dans une benne à ordures. On ne pourrait pas aller dans un endroit plus sophistiqué ? Elle avait demandé comme Napa Valley ou Martha's Vineyard. Des endroits qui m'auraient coûté 6 mois de salaire. Des endroits où les types comme moi se démarquaient comme des petits pouces. Assis dans ce camion, j'ai commencé à relier des points que j'avais ignorés pendant des années. Sa façon de me présenter à ses fêtes de travail comme mon mari Malik au lieu de Malik, le responsable des opérations du site de Dean Textile. Son sourire crispé chaque fois que je portais mes bottes à embout d'acier dans de bons restaurants parce que je revenais directement du travail. Sa façon de toujours détourner les conversations de mon travail pour les orienter vers sa carrière d'avocate, comme si c'était mon métier, était quelque chose de honteux. Et maintenant, après 14 ans de travail acharné, après avoir enfin obtenu la promotion pour laquelle je me démenais, elle ne pouvait même plus faire semblant d'être heureuse pour moi. Au lieu de cela, elle laissait sa famille m'humilier chez moi. Puis elle célébrait le succès d'un autre homme comme s'il comptait plus que le mien. Je n'ai pas dormi de la nuit. Impossible. Chaque fois que je fermais les yeux,
j'entendais la voix de Naomi chanter, Dumi Mourne, et le rire de Clarisse résonner dans ma tête. Je ne voulais pas rentrer et lui faire face. Je ne voulais pas faire comme si tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Alors, je suis resté assis là jusqu'à ce que le soleil commence à percer à l'horizon, à regarder les maisons de nos voisins se réveiller une à une, me demandant combien d'autres hommes étaient assis dans leurs allées, remettant en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur mariage. Le matin venu, j'aurais dû prendre la voiture pour aller travailler, faire bonne figure et commencer ma première journée comme responsable des opérations du site comme si de rien n'était. Mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas entrer dans cette usine et prétendre être le leader confiant que tout le monde attendait de moi alors que j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Au lieu de cela, je suis rentré le temps de jeter quelques vêtements dans un sac de sport. Clarisse était sous la douche en train de fredonner une chanson comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. J'ai pris mes clés, mon portefeuille et ce sac, et je suis sorti sans un mot. 5 heures plus tard, je m'engageais dans l'allée gravillonnée de la cabane de pêcheurs de mon grand-père décédé, à Clearwater Piney. Je n'y étais pas retourné depuis les funérailles, 3 ans plus tôt, et l'endroit semblait avoir été oublié par le temps. La peinture s'écaillait des volets, les mauvaises herbes poussaient à travers les planches du porche, la poussière recouvrait toutes les fenêtres. Mais il était à moi, libre et net, la seule chose que mon grand-père m'avait laissée à sa mort. Pas de réseau, pas d'internet, aucun bruit, à part le vent dans les pins et le chant occasionnel des oiseaux. Juste moi, mes pensées, et tout le temps du monde pour réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. Pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin respirer. Cette cabane semblait tout droit sortie d'un film d'horreur quand je suis arrivé. Grand-père était parti depuis 3 ans, et Mère Nature avait fait des heures supplémentaires pour récupérer ce qui lui appartenait. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux sur le porche, suffisamment épaisses pour attraper les petits oiseaux. Les marches en bois s'affaissaient sous mon poids, grinçant comme si elles allaient rendre l'âme. Quand j'ai poussé la porte d'entrée, une souris a filé sur mes pieds et a disparu dans un trou dans la plinthe. Mais vous savez quoi? Elle n'était pas morte. Pas complètement. L'ossature de la maison était encore solide, du bon bois, des fondations solides, un savoir-faire qu'on ne pratique plus aujourd'hui. Grand-père avait construit cette maison de ses propres mains dans les années 70. Chaque planche coupée et clouée avec la précision d'un homme qui savait que les raccourcis finiraient par vous rattraper. Le vieux poil ventru trônait dans un coin, tel un chien fidèle, attendant qu'on le rallume. J'ai passé la première heure à balayer le gros de la poussière et des débris, regardant les nuages de terre danser dans la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres sales. Chaque coup de balai me donnait l'impression de nettoyer bien plus que des toiles d'araignée. Je faisais de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Pas de Clarisse, pas de Naomi, pas de faux sourires ni de compliments indirects. Juste moi et le travail à faire. J'ai allumé le vieux poêle avec du papier journal et du petit bois trouvé sous une bâche à l'arrière. Grand-père gardait toujours son bois au sec, même celui de la tombe. Apparemment, l'odeur de la fumée de bois emplissait la cabane, se mêlant à celle des aiguilles de pin et de l'eau du lac qui s'infiltrait par les fenêtres entrebâillées. Ça sentait la paix, ce genre de silence qui permet à un homme de réfléchir clairement pour la première fois depuis des années. J'étais assis sur cette véranda grinçante, avec rien d'autre qu'une tasse de café noir préparée sur le poêle à bois et l'écho de ce dîner résonnant dans ma tête comme un disque rayé. Mais quelque chose d'étrange se produisit au fil des heures. La colère commença à se transformer en autre chose. La clarté peut-être, ou simplement l'épuisement d'avoir porté toute cette rage. Clarisse ne m'a pas appelé le premier jour, ne m'a pas envoyé de SMS, n'a pas envoyé de signaux de fumée, n'a pas envoyé de pigeons voyageurs, ni rien d'autre pour vérifier si j'étais vivante ou morte. Ce silence en disait plus long que n'importe quelle dispute. Il m'a indiqué exactement où je me situais dans sa liste de priorités. Quelque part en dessous de son café au lait du matin et de son horoscope du jour. Le soleil commençait à se coucher, teintant le lac d'orange et de rose, lorsque j'ai entendu le grondement d'un camion sur le chemin de gravier. L'espace d'une fraction de seconde, mon cœur a bondi, pensant que c'était peut-être Clarisse. Qu'elle avait peut-être repris ses esprits et fait tout ce chemin pour s'excuser. Mais en levant les yeux, j'ai vu la Chevrolet cabossée de mon cousin Kendrick arriver dans la clairière, soulevant la poussière comme une tornade. Kendrick en est sorti, 2 burritos de la station-service et 6 paquets de Budweiser à la main, souriant comme s'il venait de gagner au loto. « Tu es vivante » a-t-il crié en gravissant les marches défoncées du Porsche. « J'y vais » ai-je dit, et je le pensais. Kendrick avait toujours été le membre de la famille qui comprenait.
Jamais marié, il n'avait jamais vu l'intérêt de se compliquer la vie avec les drames des autres. Il travaillait dans le bâtiment, vivait dans une caravane plus jolie que la plupart des maisons et passait ses week-ends à pêcher, à chasser ou à faire ce qu'il voulait. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de femme levant les yeux au ciel devant ses choix d'amis ou de loisirs. On ne parlait pas de Clarisse. Inutile. Kendrick avait assisté à ce dîner, avait vu toute cette horreur se dérouler. Il savait pourquoi j'étais assis au milieu de nulle part à manger de la nourriture de station-service au lieu de dormir dans mon propre lit. Parfois, les meilleures conversations se font sans mots. Au lieu de cela, nous étions assis là, tandis que l'obscurité s'installait sur le lac, buvant de la bière et écoutant les bruits de la nuit. Les hiboux s'interpellant sur l'eau. Les poissons sautaient et créaient des ondulations au clair de lune. Le hurlement lointain d'un coyote quelque part au fond des bois. Les bruits de la ville étaient devenus si normaux pour moi que j'avais oublié à quel point le silence pouvait être pesant. « Tu te souviens quand on venait ici, enfant ?» demanda Kendrick en écrasant sa canette de bière vide contre la balustrade du porche. Grand-père nous apprenait à appâter les hameçons et à lancer les lignes. J'ai dit à l'époque où le plus gros problème au monde était de manquer de verre. Une époque plus simple, mec. Avant les femmes, les prêts immobiliers et tout ce genre de adultes. On a ri tous les deux, mais ce n'était pas un rire amer. C'était le genre de rire qui naît en se souvenant de qui on était avant que la vie ne se complique. Avant qu'on commence à évaluer sa valeur à l'aune des réactions des autres, avant qu'on oublie que parfois, la meilleure compagnie, c'est la sienne. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Après 4 jours à respirer de l'air pur et à me souvenir de ce que c'était que d'être à nouveau humain, j'ai su que je devais repartir. Pas parce que je le voulais. Bien sûr que non. Mais parce que fuir ne résoudrait rien. J'avais un travail à reprendre, des responsabilités qui ne disparaissaient pas simplement parce que mon mariage battait de l'aile. Alors, j'ai fait mon sac de sport, j'ai dit au revoir au chalet qui m'avait sauvé la raison, et j'ai roulé pendant 5 heures pour retourner à une vie qui me donnait soudain l'impression de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison sentait le bœuf braisé et la déception. Clarisse était dans la cuisine, en train de remuer quelque chose dans une grande casserole sur le feu, vêtue du même tablier à fleurs qu'elle portait depuis notre mariage. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et elle fredonnait à voix basse une chanson de Taylor Swift qui l'obsédait ces derniers temps. La scène semblait si normale, si intime, comme si rien ne s'était passé. « Tu es de retour ?» a-t-elle dit sans lever les yeux du feu. « Non pas, je suis content que tu ailles bien, ni, je m'inquiétais pour toi, ni même, où étais-tu passé ?» Juste 3 mots prononcés avec toute la charge émotionnelle d'un commentaire sur la météo. C'est là que j'ai su avec certitude que, quelle que soit la situation, l'herbe était finie. Une femme qui vous aime ne vous accueille pas avec indifférence après votre disparition pendant 4 jours. Une femme qui sans souci pose des questions, exige des explications, manifeste une certaine émotion, même si c'est de la colère. Mais Clarisse n'arrêtait pas de remuer ce ragoût comme si j'étais allé acheter du lait au supermarché du coin au lieu de disparaître dans les bois pour savoir si notre mariage valait la peine d'être sauvé. « Ouais », dis-je en posant mon sac près de la porte. « Je suis de retour », acquiesça-t-elle, toujours concentrée sur ce qu'il y avait de si fascinant dans ce ragoût. « Le dîner sera prêt dans 20 minutes. » Je montai prendre une douche et me changer, et c'est là que je le vis. Son téléphone posé sur la table de nuit, l'écran s'illuminant d'une notification. Le nom qui s'afficha sur l'écran me fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Goudron. Goudron. Le même qu'il trinquait à ma table en prenant ma promotion pour une blague. Le même ex-petit ami avec qui elle avait été avant moi. Celui qui avait un emploi dans le Fortune 5 cents et un salaire à 6 chiffres qui avait bien plus impressionné sa famille que mes 14 années de travail honnête. J'aurais dû partir. J'aurais dû me mêler de mes affaires et faire semblant de n'avoir rien vu. Mais quelque chose au fond de moi me criait que j'avais besoin de savoir, de comprendre pourquoi ma femme se souciait plus de la réussite de son ex que de celle de son mari. Alors, quand elle est sortie arroser ses précieux rosiers, j'ai décroché ce téléphone. Les messages me glaçaient le sang. De petits échanges coquins qui remontaient à des semaines, voire des mois. Des blagues privées auxquelles je ne participais pas. Des allusions à des endroits où ils étaient allés ensemble, à des choses qu'ils avaient faites, à des souvenirs qu'ils partageaient, mais dont je n'étais pas. Mais le pire, c'était de la voir lui écrire, enjouée, impliquée, enthousiaste. La même femme qui n'avait pas pris la peine de me féliciter comme il se doit pour ma promotion envoyait à ce des émojis pleins de vie et lui disait combien le bon vieux temps lui manquait.
Il y avait aussi des photos d'époque. Des photos d'eux ensemble, prises à l'université, lorsqu'ils sortaient ensemble avant qu'elle ne me rencontre. Elle riait d'une de ses paroles, son bras autour de sa taille. Ils semblaient tous les deux plus jeunes et plus heureux que je n'avais vu Clarisse depuis des années. Elle avait gardé ses souvenirs comme des trésors tout en traitant notre mariage comme une corvée. Mais le message qui a failli me briser datait de cet après-midi-là, alors que je revenais du chalet en voiture, me disant que nous pourrions peut-être arranger les choses. Elle prenait des photos de mon crumble aux pêches préféré et les lui envoyait avec la légende suivante, comme au bon vieux temps. Mon dessert préféré, celui qu'elle préparait spécialement pour moi à chaque anniversaire. Celui qui était censé être le nôtre, une partie de notre histoire commune, et elle le partageait avec lui comme si c'était un secret entre eux, comme si j'étais juste le pauvre type qui vivait par hasard dans la maison où elle le cuisinait. Quand je suis redescendu, elle m'a servi un bol de ce crumble avec un sourire. Mais maintenant, je pouvais voir clair. Ce n'était pas réel. Ce n'était pas pour moi. C'était le même sourire qu'elle lui avait probablement adressé toutes ces années auparavant. La même chaleur et la même affection qui auraient dû appartenir à son mari, mais qui était gaspillée par un fantôme de son passé. J'ai mangé ce crumble et j'ai dit tout ce qu'il fallait. C'est délicieux, ma puce, et tu t'es surpassé. Tandis qu'à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Chaque bouchée avait un goût de trahison, comme toutes ces années où j'avais pensé que ce sourire était mien alors qu'il ne m'avait jamais appartenu. Ce soir-là, j'étais allongé dans mon lit à côté d'une femme déjà partie, préparant mon prochain déménagement. Vendredi matin arriva et Clarisse s'activait dans la maison comme si elle avait une destination importante. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude, chantait sous la douche, prenait plus de temps pour se maquiller, le genre d'effort qu'elle faisait quand on sortait ensemble, mais qu'elle n'avait plus pris la peine depuis des années. Je la regardais depuis la porte de la chambre, debout devant le miroir, appliquant ce rouge à lèvres hors de prix qu'elle ne portait que pour les grandes occasions. « Je vais passer le week-end chez Naomi, dit-elle, évitant de croiser mon regard dans le reflet. Elle traverse une période difficile avec Derek. Elle a besoin de sa sœur. Quelque chose me tordait le ventre. Peut-être était-ce sa façon de le dire. Trop décontracté, trop répété. Ou peut-être était-ce le fait qu'elle portait son beau jean, celui qui moulait parfaitement ses formes, et ce pull noir qui mettait en valeur ses clavicules. On ne s'habille pas comme ça pour consoler sa sœur en pleurs. Problème de couple. Tout va bien pour eux? Demandai-je en jouant le jeu. Oh, tu sais comment c'est, dit-elle en agitant la main d'un air dédaigneux. Des histoires de mariage. Elle a juste besoin de parler à quelqu'un. J'ai hoché la tête comme si je la croyais, je l'ai embrassée sur la joue comme tout bon mari se doit de le faire, et je l'ai regardée partir dans sa Honda Accord, un sac de voyage sur la banquette arrière. Puis, j'ai attendu exactement 10 minutes avant de prendre mes clés et de la suivre. Je sais ce que ça peut paraître. Je sais quel genre d'homme suit sa femme partout comme une harceleuse. Mais après avoir trouvé ses textos, après avoir vu comment elle s'est illuminée en parlant à un autre homme tout en me traitant comme un meuble, j'avais besoin de connaître la vérité. J'avais besoin de voir de mes propres yeux ce qu'elle faisait vraiment de ses week-ends. Je suis resté suffisamment en retrait pour qu'elle ne voie pas mon camion dans son rétroviseur, suivant l'itinéraire qui aurait dû la mener chez Naomi, à l'autre bout de la ville. Mais lorsqu'elle a pris la sortie pour le centre-ville au lieu de continuer vers le quartier de sa sœur, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Elle a roulé droit vers Riverside Common, un de ces nouveaux complexes d'appartements chics où les jeunes professionnels plus riches que jamais aiment vivre. Le genre d'endroit avec un portier et un service de voiturier où le loyer coûtait plus cher que mes mensualités d'hypothèque. Elle s'est garée sur le parking visiteur et est restée assise une minute, vérifiant une dernière fois son maquillage dans le rétroviseur. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que Naomi vivait dans un ranch à 2 niveaux avec des jouets d'enfants éparpillés dans le jardin. Il ne s'agissait pas de consoler sa sœur de ses problèmes conjugaux. Il s'agissait d'autre chose. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, derrière un camion de livraison, et je l'ai regardé sortir de sa voiture, lisser son pull et se diriger vers l'entrée principale comme si elle y était déjà allée 100 fois. Elle n'avait pas besoin de vérifier les numéros des immeubles ni de regarder autour d'elle, perplexe. Elle savait exactement où elle allait. Bâtiment C, unité 314. Je l'ai mémorisé tandis qu'elle appuyait sur la sonnette et attendait. La porte s'est ouverte et il était là, Tar Williams dans toute sa gloire d'homme du Fortune 500. Même de l'autre côté de la rue, je voyais qu'il était tout ce que je n'étais pas. Grand et mince, là où j'étais trapu et bâti comme un linebacker. Une peau lisse et foncée, des dents parfaites,
des vêtements impeccables. Ça m'a probablement coûté plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Le genre d'homme qui n'avait jamais travaillé un seul jour à l'usine. Jamais rentré avec de la graisse sous les ongles ou de la poussière d'acier dans les cheveux. Il lui toucha le bas du dos en la guidant à l'intérieur. Et elle se pencha vers lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois, comme si elle était sa femme et non la mienne. Je suis resté assis dans ce camion pendant 3 heures à regarder ce bâtiment comme s'il allait exploser. 3 heures à fixer ses fenêtres, à me demander ce qu'il faisait là-haut, de quoi il parlait, si elle lui parlait de son stupide mari finalement promu directeur d'une usine crasseuse. 3 heures de ma vie que je ne récupérerai jamais. Passé à me torturer avec des images que je ne voulais pas dans ma tête. Quand elle est enfin sortie, ses cheveux étaient en bataille et son rouge à lèvres avait disparu. Elle avait l'air détendue, satisfaite, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Tard l'a raccompagnée à sa voiture, a dit quelque chose qui l'a fait rire, puis l'a embrassée sur la joue avant de démarrer. Je l'ai suivie jusque chez elle, en restant suffisamment loin pour qu'elle ne s'en aperçoive pas, et je l'ai devancée de 5 minutes. Lorsqu'elle a franchi la porte 1 heure plus tard, j'étais assise sur le canapé à regarder Sport Center comme si j'y étais resté toute la journée. « Comment va Naomi ?» ai-je demandé sans quitter la télé des yeux. « Oh, elle tient le coup », a dit Clarisse en laissant tomber son sac à main près de la porte. « Tu sais comment elle est, mais je pense que parler l'a aidée. Elle va beaucoup mieux maintenant. » Elle ignorait totalement que je savais qu'elle mentait. Elle ignorait totalement que je l'avais vue entrer dans l'immeuble d'un autre homme et en ressortir comme si elle avait passé une journée formidable. Mais maintenant, je collectais des preuves, je montais un dossier, je documentais chacun de ses mensonges avec la patience d'un homme qui avait enfin compris les règles du jeu. La vérité était laide, mais au moins, elle était la mienne. Lundi matin est arrivé et j'ai repris mon rôle de mari inconscient. J'ai préparé du café pour nous deux. J'ai embrassé Clarisse comme si de rien n'était. Je lui ai souhaité une bonne journée au cabinet. Mais intérieurement, je brûlais d'envie d'en savoir plus, de comprendre l'ampleur de cette trahison et depuis combien de temps elle se déroulait sous mon nez. Mon camion faisait un bruit de cliquetis bizarre depuis 2 semaines. Un problème dans le moteur, trop occupé par ma promotion, mais j'avais maintenant une raison de le faire vérifier, et surtout, une raison de demander à quelqu'un d'autre d'examiner chaque centimètre carré du véhicule pendant mon absence pour rater quelque chose d'important. Crenshaw Auto réparait des voitures dans notre quartier depuis 30 ans. Le vieux Crenshaw avait pris sa retraite et avait légué l'entreprise à son fils Marcus, avec qui j'avais été au lycée à l'époque. Marcus était le genre de personne à faire attention aux détails, qu'il s'agisse de remettre un moteur à neuf ou de faire une simple vidange. S'il y avait quelque chose d'inattendu dans mon camion, il le trouverait. « Il faut que tu fasses un examen complet », lui ai-je dit en lui tendant mes clés. « Vérifie tout. Moteur, transmission, frein, intérieur, peu importe. Ce cliquetis me rend fou, mais je veux m'assurer qu'il n'y a rien d'autre qui cloche pendant que tu le démontes. » Marcus hocha la tête en s'essuyant les mains sur un chiffon graisseux. « Pas de problème, mec. Ça pourrait prendre un jour ou 2 pour bien faire les choses, mais je t'appellerai quand elle sera prête. » J'ai pris Kendrick pour aller travailler. J'ai passé la journée à apprendre mes nouvelles responsabilités de responsable des opérations du site, essayant de me concentrer sur les feuilles de calcul et les plannings de production pendant que ma vie personnelle s'effondrait. Mais chaque fois que mon téléphone sonnait, j'espérais que c'était Marcus avec des nouvelles. L'appel est arrivé mardi après-midi, alors que j'étais en réunion avec les superviseurs de l'usine. « Malik, tu dois venir ici », a dit Marcus, la voix tendue par quelque chose que je n'ai pas pu identifier. « J'ai trouvé quelque chose sous ton siège passager que tu vas vouloir voir. » J'ai prétexté une urgence familiale et je suis allé à l'atelier dans le camion de Kendrick. Marcus m'attendait dans le garage, une petite pochette bleu marine à la main qui semblait appartenir à un sac à main de femme. Mon cœur s'est mis à battre la chamade avant même qu'il ne l'ouvre. Il était coincé tout au fond sous le siège passager, a-t-il dit en ouvrant la pochette. Il est probablement tombé du sac de quelqu'un et a reçu un coup de pied en dessous. Je me suis dit que tu devrais voir ce qu'il y avait dedans avant. Je l'ai jeté. Le contenu s'est répandu sur son établi comme une preuve sur une scène de crime. Une carte clé d'hôtel du Marriott du centre-ville. Le chic hôtel où les hommes d'affaires emmenaient leurs maîtresses et où les couples riches fêtaient leurs anniversaires. 2 tickets de caisse du Grey Lantern. Ce steakhouse haut de gamme où un repas pour 2 pouvait facilement coûter $300. Le genre d'endroit que Clarisse disait toujours trop cher quand je lui proposais d'y aller pour les grandes occasions.
Mais c'est ce mot manuscrit qui m'a fait trembler les genoux. Ce soir, c'était tout. Ne nous arrêtons jamais. L'écriture était celle de Clarisse. Je la voyais sur des listes de courses et des cartes d'anniversaire depuis 8 ans. Mais le sentiment, la passion dans ces mots, c'était pour quelqu'un d'autre. Pour Tariq, le même homme à qui elle envoyait des textos, le même homme avec qui elle avait passé son faux week-end tout en me mentant en face en disant qu'elle voulait consoler sa sœur. « Ça va, mon frère ?» a demandé Marcus en scrutant mon visage. « On dirait que tu viens de voir un fantôme. » Quelque chose comme ça. J'ai réussi à tout ramener dans mon esprit. La pochette. « Combien je te dois pour le camion ? » T'inquiète pas, mec. Content d'avoir pu t'aider. Je suis rentré chez moi quelques jours plus tard. Cette pochette faisait un trou dans la poche de ma veste, comme la preuve de ma propre stupidité. Depuis combien de temps ça durait ? Combien de fois était-elle montée dans mon camion après avoir été avec lui ? Laissant derrière elle des traces de leur liaison, comme des miettes de pain que je devais retrouver ? Combien de dîners au grès lanterne ? Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer l'hypothèque d'une maison qu'elle prévoyait de quitter. De retour à la maison, je me suis installé dans mon garage avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à constituer un dossier. D'abord, j'ai tout scanné. La carte clé de l'hôtel, les 2 tickets de restaurant, ce mot d'amour écrit de la main de ma femme. Ensuite, j'ai pris des photos de chaque objet sous plusieurs angles, j'ai tout téléchargé sur un compte cloud sécurisé et j'ai sauvegardé le tout sur 3 clés USB différentes. Je ne me contentais plus de rassembler des preuves. Je montais un dossier. Ce soir-là, Clarisse a préparé du poulet au curry et m'a embrassé sur la joue en le servant. On m'a demandé comment s'était passée ma journée. Elle se soucie de ma réponse. J'ai souri, je lui ai parlé des nouveaux objectifs de production et la réunion de l'équipe que j'avais menée cet après-midi. J'ai même complimenté sa cuisine, j'ai dit que c'était le meilleur curry qu'elle ait jamais fait. Mais à l'intérieur, je prenais des notes sur chaque mensonge, chaque faux sourire, chaque instant de fausse intimité qu'elle offrait pendant que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. L'homme dont elle avait ri, le mannequin, sa famille s'était moqué, devenait plus intelligent de jour en jour, et il s'apprêtait à lui montrer exactement quel genre de fou jouait-il. Trouver le bon avocat n'était pas aussi simple que de parcourir les pages jaunes ou l'avocat de divorce sur Google près de moi. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement de diviser les actifs et de nous séparer. Il s'agissait de s'assurer qu'une femme qui avait passé des années me manquait de respect, me mettait sur mon visage et que la construction d'une vie secrète avec un autre homme n'a pas pu repartir avec la moitié de tout ce que j'avais travaillé 14 ans pour construire. Le nom de Niagraire est venu en 3 différentes conversations lorsque j'ai commencé à demander discrètement. Jimmy du quai de chargement l'a mentionné quand j'ai demandé s'il connaissait de bons avocats. Apparemment, elle avait aidé son frère à prendre la garde de ses enfants lorsque son ex-femme a tenté de les déplacer vers un autre état. Marcus de la boutique d'auto a sifflé à bas lorsque j'ai mentionné son nom. A dit que c'était elle qui avait représenté son cousin dans un divorce désordonné qui a laissé sa femme tricheuse avec rien d'autre que les vêtements sur le dos et une ordonnance du tribunal pour rester loin de son entreprise. Mais c'est Kendrick qui m'a complètement vendu sur elle. Nia Granger, ne vous contente pas de pratiquer le droit. Le cousin, a-t-il dit, s'appuyant contre son camion après que Weed ait saisi des bières à la taverne de Murphy. Elle l'a armé. Cette femme a de l'eau glacée dans ses veines et un cerveau comme un piège en acier. Vous voulez quelqu'un qui se battra juste ? Appelez une aide juridique. Vous voulez quelqu'un qui brûlera la maison de votre ennemi sans transpirer ? Appelez Nia. Son bureau était dans une maison victorienne convertie au centre-ville. Le genre d'endroit qui ressemblait à son appartenait à une grand-mère riche, mais avait l'impression d'entrer dans un centre de commandement militaire. La réceptionniste, une femme aux yeux pointus dans la cinquantaine qui semblait intimider un juge avec son regard seul, a pris mon nom et m'a dit d'avoir un siège. La salle d'attente était remplie de chaises en cuir et de livres de droit. Mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les coupures de journal encadrées sur les murs. Les titres comme « L'avocat local établit un règlement record et Granger gagne la garde de la garde historique de la salle comme des trophées ». Lorsque Nia Granger est sortie pour me saluer, j'ai compris immédiatement pourquoi les gens ont parlé d'elle avec un mélange de respect et de peur. C'était une petite femme, peut-être 5 minutes 4 secondes en talons, mais elle s'est transportée comme si elle possédait chaque pièce à laquelle elle entra. Sa poignée de main était assez ferme pour casser les jointures, et quand elle vous a regardé, j'avais l'impression qu'elle lisait toute votre histoire de vie en l'espace de 3 secondes. Monsieur Rivers, a-t-elle dit,
faisant un geste vers son bureau. Je comprends que vous avez une situation qui doit être résolue. Son bureau était exactement ce à quoi je m'attendais. Floride au livre de droit du plafond, un énorme bureau en acajou qui coûte probablement plus que mon camion, et des diplômes d'université de fantaisie couvrant un mur entier. Mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point tout était organisé. Pas un papier hors de propos, pas une épingle à scie tordue. C'était le bureau d'une femme qui n'a rien laissé au hasard. J'ai tout présenté. Le dîner où sa famille m'a humilié, les textes que j'avais trouvés sur son téléphone, la suivant au condo de Tard, les preuves que Marcus avait découvertes dans mon camion. Je lui ai montré des photos de la carte clé de l'hôtel, des copies des reçus du dîner, des captures d'écran des messages séduisants. Je lui ai parlé des faux sourires, des mensonges sur la visite de sa sœur, la façon dont Clarisse avait planifié une vie avec un autre homme en dormant dans mon lit et en dépensant mon argent. À travers tout cela, Nia a pris des notes dans l'écriture manuscrite si soignée qu'elle aurait pu être tapée. Elle a posé des questions pointues. Quand ai-je remarqué pour la première fois des changements dans le comportement de Clarisse? Depuis combien de temps les textos ont-ils continué? Quels actifs conjoints nous avions-nous? Si j'avais jamais été moi-même infidèle? Elle construisait une image non seulement de l'affaire, mais de tout le paysage de mon mariage et de la façon dont elle pouvait être démantelée le plus efficacement. Quand j'ai fini de parler, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et m'a étudié avec ses yeux gris en acier qui semblent voir à travers. Tu veux ce propre ou brûlé, demanda-t-elle, sa voix aussi calme que si elle demandait ma préférence de café. Les deux? Dis-je sans hésitation, elle sourit alors. Et c'est le genre de sourire qui a probablement fait éclater des avocats adverses dans des sueurs froides. J'aime un homme qui sait ce qu'il veut. Voici ce que nous allons faire. En 48 heures, mon monde est passé d'une victime passive à un participant actif à ma propre justice. Les documents de divorce déposés auprès du tribunal citant l'adultère avec des preuves photographiques et des preuves documentées de sa tromperie. Les comptes bancaires conjoints figés en attente d'actifs en attente, ce qui signifiait que Clarisse ne pouvait pas drainer nos économies pour financer sa nouvelle vie avec TAR. Une plainte officielle déposée auprès des RH dans son cabinet d'avocats alléguant qu'elle avait mené des affaires personnelles à temps de l'entreprise et utilisé des ressources de l'entreprise pour faciliter son affaire. Mais la paix à la résistance a été l'ordonnance d'interdiction que Nia a repêchée contre Tard. Non pas parce qu'il m'avait menacé physiquement, mais parce que son interférence dans mon mariage a constitué du harcèlement et une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. C'était parfaitement légal, complètement exécutoire et garanti de rendre sa vie compliquée comme l'enfer. Votre femme a joué aux dames, a déclaré Nia, glissant les documents remplis sur son bureau. Nous sommes sur le point de lui enseigner les échecs. La beauté d'avoir un avocat comme Nia Granger était qu'elle comprenait le timing. Non seulement le genre juridique, le dépôt des délais et les horaires des tribunaux, mais le genre psychologique. Le moment où votre adversaire est le plus à l'aise. Le plus confiant, le plus convaincu qu'il s'en tienne. Elle m'a dit de faire la course à mon cœur. Une bière dans une lead flash rouge, la regardant se déplacer dans notre cuisine comme si elle possédait le place, ce qu'elle a fait techniquement pendant environ 10 minutes. Comment était ta journée, bébé? Elle a demandé, ouvrant le réfrigérateur et tirant des ingrédients pour ce qui ressemblait à du poulet Alfredo. Sa spécialité, le plat qu'elle a fait lorsqu'elle se sentait domestique et coupable. Tu as l'air silencieux ce soir. En pensant juste, dis-je, roulant cette lecteur flash entre mes doigts comme une puce de poker. Vous savez comment vous avez beaucoup de choses dans votre esprit, elle a hoché la tête avec abondance, déjà concentrée sur la coupe des légumes et l'eau bouillante. La photo d'une femme dévouée prépare le dîner pour son mari qui travaille dur. Si je ne savais pas mieux, n'avais pas vu les preuves de mes propres yeux, j'aurais peut-être cru moi-même la performance. Je l'ai laissé se mettre à l'aise, je l'ai laissé assaisonner le poulet et commencer les pâtes. Laissez-la se verser un verre de ce vin cher que j'achetais pour nos anniversaires. Laissez-la s'installer dans la routine de jouer à la maison tout en planifiant son évasion. Ensuite, j'ai réglé le lecteur flash sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, jetant un coup d'œil du poêle où elle remuait la sauce à la crème. Tout, dis-je, en gardant ma voix et calme. Pas de cris, pas d'accusation, pas de drame. Juste une simple déclaration de fait. Elle a baissé le brûleur à basse et s'est approchée, essuyant ses mains sur un torchon. Son visage était curieux, mais pas inquiet. Pas encore. Elle pensait probablement que j'aurais mis en place une sorte de diaporama photo ou une vidéo d'anniversaire, un geste romantique pour la surprendre.
Elle a branché le lecteur dans son ordinateur portable et j'ai regardé son visage changer en cliquant sur les fichiers, la carte clé de l'hôtel du Marriott, les reçus du dîner de la Lanterne Grise, des captures d'écran de ses messages textes avec TAR, y compris ceux avec des émojis durs et des promesses de ne jamais s'arrêter. Des photos d'elle entrant dans son bâtiment de condo, sa main sur le bas du dos comme elle lui appartenait. Le sang s'est épuisé de son visage alors qu'elle faisait défiler pendant des mois de preuves. Tout cela a documenté, animé et organisé avec la précision d'une enquête fédérale. Des déclarations bancaires montrant des retraits qui ont coïncidé avec ses visites à Naomi. Frais de carte de crédit pour la lingerie que je ne l'avais jamais vue porter. Les dossiers téléphoniques prouvant qu'elle avait appelé le goudron pendant les heures de travail, pendant la famille dîner, pendant les moments calmes où elle m'avait dit qu'elle envoyait des SMS à ses copines. Vous faites exploser cela sur rien, dit-elle finalement, mais sa voix avait perdu sa confiance. Elle a fermé l'ordinateur portable et l'a repoussé comme si les preuves disparaissent si elle ne pouvait pas la voir. C'est à ce moment-là que je l'ai regardée morte dans les yeux et la laissé à la voir, pas avec une vérité froide, la même table j'ai utilisée pour discuter de la production de la production. Dit. Elle ouvrit la bouche pour répondre, probablement pour me nourrir sur la façon dont ce n'était pas à quoi cela ressemblait ou à quel point elle était désolée ou comment nous pouvions travailler ensemble. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Les papiers sont déjà déposés. Les comptes Clarisse sont gelés. Votre patron sait que vous avez été à l'époque de l'entreprise. TAR a obtenu une ordonnance d'interdiction avec son nom dessus. Cette conversation ne concerne pas si nous divorçait. Ce navire a navigué. C'est juste que je vous ai fait savoir que le jeu est terminé et que vous avez perdu. Elle se tenait là pendant un long moment, me regardant comme si elle voyait un étranger. Puis elle est montée à l'étage et a emballé un sac sans dire un autre mot. Je l'ai écoutée se déplacer dans notre chambre, notre ancienne chambre, rassemblant des vêtements et des articles de toilette et quelle que soit la dignité qu'elle avait laissée. Quand elle est revenue en bas avec sa valise, elle s'arrêta à la porte d'entrée. Je n'ai jamais voulu que cela se produise de cette façon, a-t-elle déclaré. Oui, répondis-je, prenant une gorgée de ma bière. Vous vouliez que cela se produise sans que je le découvre. Elle est sortie de la maison que j'avais payée avec la dignité qu'elle pensait encore qu'elle avait, et je ne l'ai pas arrêtée. Je n'ai pas chassé l'après ou ne l'avons pas supplié de reconsidérer ou de faire les mouvements désespérés qu'elle attendait probablement du mannequin qu'elle s'était mariée. Je me suis assis là à terminer ma bière, en écoutant le son de sa voiture qui sort de l'allée pour la dernière fois. La maison était différente après son départ. Pas vide. Enfer non. C'était propre, comme si quelqu'un avait finalement ouvert toutes les fenêtres et laissé l'air rassis, le remplace par quelque chose de frais et d'honnête. J'ai parcouru des pièces qui avaient été les nôtres et j'ai réalisé qu'ils ne se sont jamais vraiment sentis comme les miens jusqu'à ce moment. Le canapé où je me suis assis dans d'innombrables soirées de ces conversations timides. La cuisine où elle avait fait mon dessert préféré en lui envoyant un SMS. La chambre où elle avait menti à côté de moi tout en planifiant son évasion. Tout était enfin complètement le mien. Mais je n'avais pas fini. Pas par un long coup. Vous voyez, le truc avec des gens comme Clarisse et sa famille, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent vous humilier en privé et ils restent privés. Ils pensent qu'ils peuvent vous appeler un mannequin à votre propre table de dîner, rire de vos réalisations et griller le succès d'un autre homme tout en mangeant de la nourriture pour laquelle vous avez payé. Et en quelque sorte, c'est juste entre la famille. Ils pensent qu'il n'y a aucune conséquence pour traiter les personnes décentes comme tant que personne d'autre ne le découvrira. Ils étaient sur le point d'apprendre différent. J'ai passé vendredi soir à réaliser un email qui allait tout changer. Pas une diatribe en colère pleine de mots de malédiction et de menaces. C'est ce qu'ils attendraient du mannequin qu'ils pensaient que j'étais. Non, cela allait être chirurgical, professionnel, le genre de communication qui leur ferait comprendre exactement avec quel genre d'homme ils avaient joué. La ligne d'objet était simple. Vous avez grillé le mauvais homme. J'ai joint 5 fichiers. Le premier était une photo de ce dîner. Celui où ils élevaient tous leurs lunettes à Tariq pendant que je m'y suis assis comme des meubles. Je l'avais pris moi-même, pensant que je capturais un bon moment familial. Maintenant, cela ressemblait à des preuves de complot. Le deuxième était une capture d'écran du texte de Clarisse attardé le même week-end. J'ai hâte de déménager le mois prochain. L'horodatage a montré qu'elle l'avait envoyé pendant que je me préparais à l'étage, en planifiant sa stratégie de sortie pendant que je me brossais les dents comme un imbécile inconscient. Les troisième et quatrième ont été les reçus de l'hôtel de la Grille Lanterne montrant des dates qui correspondent parfaitement à ces soirées de filles supposées et aux urgences familiales.
C'est drôle combien d'urgence familiale coûte 300 $ pour le dîner pour deux. La 5e pièce jointe était la demande de location que j'avais trouvée dans son email. Le nom de T juste à côté du sien. Passé dans un loft du centre-ville qui coûte plus cher par mois que mon hypothèque. Tous sont signés et datés 3 semaines avant même qu'elle ne prenne la peine d'emballer ses sacs. Le message lui-même était court et doux. Aux familles Rivers & Williams, vous avez passé une soirée entière à ma table de dîner en m'appelant un mannequin tout en faisant griller le succès d'un homme qui dormait avec ma femme. Vous avez ri de mes 14 années de travail honnête en célébrant quelqu'un qui volait mon mariage derrière mon dos. J'ai payé pour chaque bouchée que vous avez mangé cette nuit-là, chaque verre de vin que vous avez élevé pour m'insulter, chaque instant que vous passiez à me faire sentir petit dans ma propre maison. Les fichiers joints montrent ce qui se passait vraiment pendant que vous étiez occupé à me traiter comme une blague. Clarisse planifie sa sortie depuis des mois, utilisant mon argent pour financer des chambres d'hôtel et des dîners fantaisistes avec son ex-petite amie tout en me mentant sur mon visage sur les urgences familiales et les soirées filles. Vous avez grillé le mauvais homme ce soir-là. Le mannequin vous avez ri de prendre la moitié de ses actifs, l'a fait enquêter au travail et s'est assuré que son petit ami ne peut pas venir à moins de 500 pieds de moi sans être arrêté. La prochaine fois que vous voudrez humilier quelqu'un à sa propre table, assurez-vous de savoir avec qui vous avez affaire. Malik Rivers, directeur régional, n'a pas volé. J'ai frappé Sand à 23h47. Puis s'assit et attendit les feux d'artifice. Les réponses ont commencé à couler le samedi matin. Naomi était le premier, bien sûr. Un message texte qui vient de dire « Vous êtes mesquin ». J'ai regardé ce message pendant environ 10 secondes, puis j'ai bloqué son numéro. Mesquin ? C'est ce qu'elle a appelé exposer les mensonges de sa sœur et la tenir responsable des mois de trahison. Petit de Rerick a envoyé un texto vers midi. Quelque chose sur la façon dont la famille devrait gérer les choses en privé. Je l'ai bloqué aussi. Apparemment, m'appelant un mannequin devant une table pleine de gens était de gérer des choses en privé, mais envoyer des preuves de l'affaire de sa belle-sœur aux mêmes personnes. Quelques amis de travail de Clarisse ont essayé de tendre la main, pêchent probablement les ragots qu'ils pouvaient se répandre dans le bureau de droit. Bloqué, bloqué et bloqué à nouveau. Mais le silence de tout le monde était assourdissant. Tous ces gens qui ont été si rapides à rire de mes dépens, si désireux de griller le succès d'un autre homme tout en traitant le mien comme une blague. Soudain, ils n'avaient rien à dire quand la vérité est sortie. Pendant ce temps, mon téléphone sonne avec des félicitations d'une foule différente entièrement. Lundi matin, j'ai reçu un appel du siège social. Le poste de gestionnaire régional avait ouvert ses portes de manière inattendue. Apparemment, le gars précédent avait décidé de poursuivre d'autres opportunités, et il voulait savoir si j'étais intéressé. Oui, monsieur, dis-je, en regardant par la fenêtre de mon bureau du coin au parking où j'avais l'habitude de frapper une horloge. Je suis très intéressé. 2 semaines plus tard, je signais Pof à pair pour une promotion fournie avec une augmentation de 30%, une voiture d'entreprise et un bureau qui sentait le succès au lieu de la sueur et de la déception. Pas de dîner en famille pour célébrer cette fois. Pas de toast ou de félicitations de personnes qui préfèrent me voir échouer. Juste moi, mes nouvelles cartes de visite et la satisfaction silencieuse sachant que la blague était enfin terminée. 2 mois se sont écoulés depuis la nuit où j'avais servi Clarisse Cole Justice au lieu d'un dîner chaud. Et je commençais enfin à comprendre ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de vivre le bien-être la meilleure vengeance. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir plus d'argent sur mon compte bancaire ou un titre plus sophistiqué sur mes cartes de visite. Bien que ces 2 choses soient sacrément gentilles. Il s'agissait de se réveiller chaque matin dans une maison qui m'appartenait complètement. Air respirant qui n'a pas été empoisonné avec des mensonges et de faux sourires. Et en regardant dans le miroir un homme qui avait finalement appris à se respecter. Le SUV noir avait été mon premier réel achat en tant que directeur régional, pas une berline familiale pratique ou une voiture compacte de carburant. J'ai fini de prendre des décisions en fonction de ce que les autres pensaient être raisonnable. Il s'agissait d'une Chevy Tahoe entièrement chargée avec des sièges en cuir, un système audio haut de gamme et suffisamment de chrome pour aveugler les avions qui passent. Le type de véhicule qui a annoncé que vous arriveriez avant même de sortir du siège du conducteur. Je me suis arrêté dans le parking d'Ensteel ce mardi matin, sentant le grondement satisfaisant du moteur V8 sous le capot. Le lot bourdonnait avec l'énergie avant le quart de travail habituel. Les gars prennent du café du camion qui s'est garé par la porte principale. Les superviseurs marchent dans l'équipement de vérification du périmètre. Les sons familiers du monde d'un homme qui travaille qui était ma vie depuis 15 ans. C'est là que je l'ai remarqué. Jeune gamin,
peut-être 22 ou 23 ans, jogging pratiquement à travers le parking vers mon camion. Je l'ai reconnu comme Bryce, l'un des nouveaux stagiaires du département d'ingénierie. Le genre de collégien avide qui a posé trop de questions et a trop essayé d'impressionner tout le monde. Monsieur Rivers. Monsieur Rivers, il a appelé légèrement le souffle au moment où il a atteint la porte du côté de mon conducteur. Vous avez une minute? Je voulais vous poser des questions sur quelque chose que j'ai entendu. Je suis sorti du Tao, redressant ma cravate. Ouais, je portais des liens maintenant, non pas parce que quelqu'un m'a fait, mais parce que j'en avais envie. Qu'est-ce que vous pensez, Bryce? Il regarda nerveusement autour de lui, comme s'il était sur le point de partager des secrets d'État au lieu de ragots au travail. Eh bien, il s'agit de Tar Williams. Vous savez que le marketing qui travaillait avec Morrison & Associates? Le mot autour du bureau est qu'il a obtenu une liste noire à partir de 6 contrats différents après une sorte d'incident. Les RH ne diront pas ce qui s'est passé, mais les gens disent que cela avait quelque chose à voir avec. Il s'arrêta, ne savant clairement pas comment terminer cette phrase sans potentiellement insulter son nouveau patron. J'ai juste souri. Pas le faux sourire politicien que j'avais appris à détester, mais le véritable article, l'expression d'un homme qui avait joué à ses cartes exactement et apprécié que tout le monde essaie de comprendre le jeu. Croyez ce que tu veux, Bryce, dis-je, tirant ma mallette du siège arrière. Parfois, la vérité a une façon de rattraper des gens qui pensent être plus intelligents que tout le monde. Le gamin hocha la tête comme si je venais de partager une profonde sagesse, puis s'est précipité vers le bâtiment principal, probablement désireux de partager cet échange critique avec ses collègues stagiaires. Je l'ai regardé partir, me souvenant de ce que ça faisait d'être aussi jeune et affamé, essayant de donner un sens au monde adulte et à toutes ses complications. La vérité était que je n'avais rien fait pour Tar Williams directement. N'avais pas besoin de le faire. Nia Granger avait géré cette situation avec la précision d'un chirurgien et l'impitoyabilité d'un requin. L'ordonnance d'interdiction n'était que le début. Apparemment, lorsque les services RH commencent à poser des questions sur les employés qui interfèrent avec les collègues mariés, surtout lorsqu'il existe des preuves documentées du temps de l'entreprise pour être utilisées pour les affaires personnelles, les choses peuvent se compliquer rapidement. Ajouter quelques appels téléphoniques stratégiques aux contacts commerciaux mutuels, partageant des préoccupations concernant l'éthique professionnelle et les problèmes de caractère, et soudain, ce travail de marketing de 6F n'a plus l'air si sûr. Mais je n'ai rien dit à Bryce. Laissez-le penser ce qu'il voulait penser. J'étais à mi-chemin de l'entrée principale quand je l'ai vu. La Honda Accord de Clarisse s'est garée de l'autre côté de la rue, le moteur en marche, Windows teinté assez sombre pour que je ne puisse pas voir à l'intérieur, mais je savais qu'elle me regardait. Il était probablement depuis des semaines à essayer de comprendre comment le mannequin qu'elle avait laissé derrière était soudainement devenu le directeur régional conduisant un camion qui a coûté plus cher que ce qu'elle a fait en 3 mois. J'ai arrêté de marcher et j'ai regardé directement cette voiture, lui faisant savoir que je l'avais repérée. Pendant un moment, je pensais qu'elle pourrait sortir, pourrait marcher et essayer d'avoir une sorte de conversation sur tout ce qui s'était passé. Une partie de moi était presque curieuse de ce qu'elle dirait, qu'elle essaie de s'excuser ou de faire des excuses ou peut-être même d'essayer de négocier une sorte de réconciliation maintenant que mon stock avait considérablement augmenté. Mais elle ne s'est pas déplacée, s'est assise là dans cette voiture comme un fantôme hantant les bords de ma nouvelle vie, regardant à distance, mais n'osant pas se rapprocher. Après environ 30 secondes, la Honda s'est éloignée du trottoir et a disparu dans la circulation, me laissant debout avec le mélange le plus étrange de satisfaction et de pitié. Je me sentais satisfaite parce qu'elle voyait enfin ce qu'elle avait jeté. Pas seulement l'argent ou le statut, mais l'homme qu'elle n'avait jamais pris la peine de vraiment savoir. Le gars qu'elle avait rejeté en tant que travailleuse d'usine sans ambition avait toujours construit quelque chose, jetant les bases du succès alors qu'elle était occupée à planifier son évasion avec sa fortune. 500 petits amis. Mais je me sentais aussi pitié, parce que j'ai réalisé qu'elle conduisait probablement depuis des semaines, peut-être des mois, en essayant de comprendre comment revenir dans une vie qu'elle avait volontairement abandonnée. Le loft du centre-ville avec TAR avait probablement perdu son attrait une fois que sa carrière a commencé à faire le tour de la drainage et que les factures ont commencé à s'accumuler. L'herbe a toujours l'air plus verte jusqu'à ce que vous deviez l'arroser vous-même. Ce soir-là, je suis rentré chez moi à la maison qui était complètement indéniablement la mienne. Pas d'hypothèque partagée, pas de compte bancaire conjoint, pas de compromis sur la couleur à peindre la cuisine ou le type de meuble le mieux dans le salon. J'avais fait redécorer tout l'endroit après son départ. Rien de trop dramatique, juste assez pour effacer les dernières traces d'une vie que j'avais dépassée.
Je me suis versé 3 doigts de bourbon, les bonnes choses, pas le whisky bon marché que j'achetais parce que c'était pratique, et je suis sorti sur le porche arrière que j'avais reconstruit après la tempête de printemps. Le pont était désormais solide, construit pour durer avec des matériaux qui ne déformeraient pas ou ne pourriraient pas après quelques saisons. Tout était honnête et fiable, des qualités que je tenais apparemment pour acquises dans d'autres domaines de ma vie. Le soleil se couchait dans le quartier que je travaillais pour m'améliorer depuis 8 ans, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose qui ressemblaient à quelque chose d'une carte postale. Je me suis assis dans l'une des nouvelles chaises que j'avais achetées. Realtech, pas ce faux osier, Clarisse avait insisté. Et écouter les sons de la soirée de banlieue s'installer autour de moi. La punchline avait disparu. La blague était terminée. Et j'étais enfin complètement l'homme auquel il ne riait plus jamais. Pour la première fois depuis des années, je me sentais exactement où j'appartenais à ma propre vie, vivant selon mes propres règles, responsable de personne d'autre que moi-même. Le mannequin qu'il s'était moqué à cette table de dîner était mort et enterré. À sa place, a mis un directeur régional avec un bureau d'angle, un SUV noir et suffisamment de respect de soi pour durer le reste de sa vie. J'ai levé mon verre au Porsche vide, grillant le seul homme qui ne m'avait jamais laissé tomber moi-même.